Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des cas d'usage classiques et redondants que l'on peut retrouver avec la YubiKey. Donc, je m'appelle Dorian Delorme, je suis ingénieur avant-vente pour Infinigate et nous sommes le 28 juillet 2020. Je précise la date car il est possible que des informations que je vous donne changent ou que de nouvelles fonctionnalités apparaissent. Donc, si jamais vous voyez cette présentation plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai nos contacts à la fin de la présentation. Donc, on va commencer par aborder un petit peu les fonctionnalités de la YubiKey et les protocoles qu'elle supporte. Donc, petite approche technique. Ensuite, une mise en contexte et les solutions. Donc, dans différents environnements comme G Suite, Active Directory on-premise, Hybrid, Azure AD, différents IAM ou des solutions VPN. Et comment positionner la YubiKey dans les environnements clients en fonction de ce qu'ils ont déjà mis en place. Donc, premier aperçu des protocoles et des cas d'usage. Donc, à qui s'adresse déjà la YubiKey? Donc, elle s'adresse à des comptes privilégiés, à des gens qui n'ont pas forcément de téléphone mobile pro. Ça peut être à des stations partagées également, à des gens qui sont toujours en déplacement, des gens qui télétravaillent, également des partenaires externes à la boîte qui voudraient se connecter à une quelconque plateforme chez vous, ou encore des clients finaux, sachant que la clé est disponible au grand public. Donc, différents cas d'usage, par exemple pour les applications web. Donc, le but va être de maximiser la sécurité des systèmes critiques avec des données sensibles, comme dans Google Cloud Platform, Microsoft 365, Amazon, GitHub, Salesforce et toutes les grandes applications SaaS que vous pouvez connaître. La connexion à votre ordinateur également, donc elle sécurise les logins du PC, donc d'ailleurs que ce soit Linux, Mac ou Windows, mais d'une différente manière selon ce que vous avez. On-premise. Et donc, on peut se connecter soit en format smart card, soit avec FIDO2 qui est du passwordless comme on le verra ensuite. Dans le cas des VPN, donc ça permet de sécuriser les accès VPN en agissant comme un double facteur, donc, qui peut être également utile pour les systèmes Radius. Donc, comme on le verra ensuite, il s'agit d'une implémentation différente en fonction des éditeurs de VPN, sachant que la YubiKey n'est qu'un support cryptographique et donc qu'elle repose essentiellement sur la plateforme qu'il exploite. Donc si jamais l'éditeur de la solution VPN implémente du double facteur, nativement la YubiKey sera supportée. Également dans différentes solutions IAM comme Okta, Ping ou Ilex, donc qui procure un meilleur niveau de sécurité, une centralisation des identifiants, qui peut être utilisé également avec OpenID et SAML, donc en SSO. Et plus globalement, avec n'importe quelle solution qui dispose d'une authentification, sachant qu'on peut également inclure dedans tous les logiciels maison, puisque YubiKey met à disposition des librairies open source pour implémenter les derniers protocoles de sécurité. Donc, présentation de la YubiKey 5 NFC, donc la YubiKey la plus populaire, puisqu'elle, entre autres parce qu'elle dispose d'un port USB-A, donc port USB classique. Donc elle regroupe plusieurs protocoles qui peuvent fonctionner simultanément, que sont FIDO2, FIDO-U2F, SmartCard, aussi appelé PIV, OpenPGP pour le chiffrement de mail, OATH, donc qui inclut les deux types d'OTP que sont TOTP et HOTP. Donc HOTP, qui est un OTP qui est basé sur le counter, donc qui n'a pas besoin d'horloge, et TOTP qui est lui basé sur le temps Unix et qui a donc besoin d'un support avec une horloge. Concernant les slots 1 et 2, donc vous avez deux slots sur une YubiKey, donc une slot avec un appui rapide sur le bouton et un slot avec un appui lent. Et sur ces slots, vous pouvez configurer YubiKey OTP
qui est un OTP propriétaire de Yubico, qui est validé en fait sur leur cloud sécurisé. Vous pouvez mettre dessus OATH HOTP car, comme je l'ai dit, HOTP n'a pas besoin d'horloge, donc peut très bien être stocké sur un support à froid comme la YubiKey. On peut également configurer du challenge response sur ces slots ou encore un mot de passe statique, comme par exemple si vous avez sur un compte de gestionnaire de mots de passe une grosse authentification à l'entrée de 32 caractères par exemple, vous pouvez très bien inclure cette chaîne sur un des deux slots. Concernant les types de cryptographie qui sont inclus dans la YubiKey, on retrouve de la cryptographie symétrique, donc avec les OTP. Le principe, c'est qu'on a une seule clé secrète qui est partagée entre deux entités et qui chiffre et déchiffre le message. Donc la même clé chiffre et déchiffre le message. Pour la partie smart card ou PIV, elle est essentiellement basée sur des PKI, donc PKI qui vérifient et authentifient les parties impliquées, avec un système de certificat entre autres et une autorité de certification qui contrôle cela ou des enregistrements tierces. Et enfin, la cryptographie asymétrique, dont le principe est qu'on dispose d'une paire de clés publiques pour chiffrer, donc en général le serveur, et une clé secrète pour déchiffrer le message qui est stocké sur la YubiKey, donc le secret n'est pas partagé. Et la crypto asymétrique est utilisée dans le cas de la YubiKey pour les protocoles U2F et FIDO2, qu'on verra plus tard. Donc les cas d'usage communs pour l'OTP, vous allez retrouver du VPN, des applications maison. Comme je l'ai dit, vous avez des librairies en open source mises à disposition de Yubico qui permettent d'implémenter des modules de sécurité, des protocoles MFA dans vos applications. Vous retrouvez également beaucoup d'OTP dans les portails web en tant que double facteur, dans les gestionnaires de mots de passe comme j'ai pu en parler, et également pour les logins d'ordinateurs via des applications tierces comme par exemple Hotlight qui fonctionne très bien pour ça. Côté smart card, donc c'est pareil, on va l'utiliser beaucoup pour l'authentification sur les postes. Pour les accès admin également, les accès employés, donc voilà, avec une smart card classique pour remplacer le mot de passe avec un PIN. Certaines solutions VPN l'implémentent, donc comme j'ai dit, c'est vraiment au cas par cas. Chaque éditeur décide d'implémenter ce qu'il souhaite comme MFA. Et si jamais vous souhaitez un double facteur pour votre solution qui n'est pas inclus nativement chez le constructeur, là, à ce moment-là, vous pourrez par exemple opter pour un IAM qui, lui, vous offrira plus de solutions MFA pour votre VPN dans ce cas-là. On peut aussi utiliser SmartCard pour des outils de chiffrement et également, à savoir, on peut se connecter en Wi-Fi avec une SmartCard. Côté U2F et FIDO2, donc il faut savoir que ces protocoles-là sont exclusivement destinés à l'authentification sur des navigateurs web, donc qui sont très bien supportés pour les applications cloud, les applications web évidemment. Les logins pour Windows 10, donc à travers FIDO2, si vous avez un Azure Active Directory ou alors une fédération d'identité entre votre on-premise et votre Azure. Certains gestionnaires de mots de passe implémentent également U2F et FIDO2. Et les applications web maison peuvent également disposer de ces protocoles, sachant que tout est mis en open source, sur PC comme sur smartphone d'ailleurs. Concernant les avantages, donc pour l'OTP, UbiOTP et HOTP, vous n'avez pas de logiciel requis. En fait, tout fonctionne tout seul. Pour le TOTP, alors dans ces cas-là, comme je vous ai dit, on va avoir besoin d'une horloge. Yubico a créé une application mobile pour pouvoir héberger vos secrets. Le plus par rapport à des applications classiques comme Google Authenticator, c'est que vous n'allez pas voir le secret tout de suite. Quand vous allez ouvrir l'application, il va falloir que vous rapprochiez votre clé et faire fonctionner le NFC pour que à ce moment-là, le secret s'affiche de 30 secondes. Donc c'est une petite sécurité supplémentaire pour le TOTP.
Il fonctionne globalement avec tous les OS et toutes les plateformes, supporté par les anciens systèmes, puisque c'est un des premiers double facteurs qui a été mis en place, OTP, et une implémentation qui est assez facile en général. Pour la smart card, donc format physique amélioré par rapport au smart card traditionnel. D'habitude, on avait besoin d'un lecteur avec toutes les compatibilités et drivers qu'on pouvait imaginer pour que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est en USB-A et le protocole a été simplifié et un peu plus sécurisé. En option, on peut également rajouter le touch, donc appuyer sur un des slots pour signifier qu'on est bien présent et que ce n'est pas un bot qui appuie pour activer PIV. Et également le même protocole pour les signatures digitales. Côté U2F et FIDO2, donc actuellement ce sont les protocoles qui sont les plus sécurisés, donc forte sécurité, forte confidentialité, faible coût d'implémentation, puisque l'utilisateur peut même s'auto-enrôler s'il souhaite. L'expérience utilisateur est optimale parce que là on se dirige vers du passwordless, donc on est vraiment dans l'un des meilleurs cas possibles pour l'utilisateur. Aucun driver n'est requis car FIDO2 et U2F se basent sur WebAuthn, qui est un protocole qui a été développé et pensé par le W3C et qui donc est inclus dans les navigateurs qui se basent sur un API JavaScript. Et donc auto-enrôlement, comme j'ai dit, disponible. Concernant les différents protocoles, voir un petit peu comment ils fonctionnent. Donc le principe de FIDO2 est un petit peu comme le principe d'une signature. Donc le serveur va envoyer un challenge qui est en fait quelque chose qui a été signé avec la clé publique de l'utilisateur. L'utilisateur reçoit le challenge et seul lui, en théorie, peut le déchiffrer car seul lui est en possession de la clé privée. Ensuite, il renvoie le challenge avec éventuellement un code PIN en plus, code PIN qui ne transite pas par le réseau, qui est stocké sur la YubiKey, et à ce moment-là, l'utilisateur est authentifié. U2F fonctionne de la même manière, sauf que il ne dispose pas de la fonctionnalité dite Resident Key. Resident Key, c'est ce qu'utilise FIDO2, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rentrer un utilisateur et un mot de passe avant de vérifier avec votre clé le FIDO2, car la Resident Key stocke votre utilisateur et votre clé secrète en même temps. Donc pas besoin de double facteur. Dans le cas de U2F, qui est la première version de FIDO qui avait été développée par Google, vous avez besoin de rentrer un utilisateur et un mot de passe, puis ensuite seulement activer U2F en tant que double facteur. Mais FIDO2 et U2F foncièrement fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire par signature de challenge. Ensuite, on a Smart Card. Donc Smart Card, c'est donc qui fonctionne avec un PKI basé exclusivement sur des certificats. Donc dans ces cas-là, la personne branche sa clé au moment de l'authentification Windows, tape son code PIN. La PKI vérifie le certificat d'utilisateur et s'il est valide, alors l'autorise à se connecter. Dans le cas d'OATH TOTP, donc basé sur le temps, là on doit disposer d'une application tierce car on a besoin d'une horloge. Éventuellement avec un code PIN ou avec la YubiKey pour voir le secret, par exemple comme sur l'application Yubico Authenticator. Il y a tout un algorithme derrière qui va vous générer un 6 chiffres éphémères qui seront valides seulement 30 secondes une fois que vous aurez rentré votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Toutes les 30 secondes, ce mot de passe changera et il faudra que vous le rentriez en tant que double facteur. Pour le One Touch, donc il faut savoir que Yubico OTP, donc le protocole OTP propriétaire de Yubico, est implémenté d'usine sur le slot 1 qui est l'appui court. Donc il est mis par défaut, il a été déjà synchronisé avec le serveur de Yubico. Donc vous n'avez rien besoin de faire, vous l'avez déjà par défaut. Donc Yubico OTP ou OATH HOTP, donc basé sur le counter, que vous pouvez configurer sur l'un des deux slots.
Voilà un petit peu un rapide panorama, on n'a pas pu tous les mettre évidemment, des partenaires avec qui on travaille et ou en tout cas à des protocoles qui sont disponibles sur la YubiKey, donc compatibles. Je peux citer par exemple Ping Identity côté IAM, Duo, Hotlight, Okta, et on peut aussi noter Ilex qui est un IAM français que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore d'ailleurs. Voilà, donc on peut voir qu'on a un très large panel. On peut se greffer sur du Bastion, on peut se greffer sur des applications SaaS, sur des outils de chiffrement, sur du VPN, sur du login de computer, sur du CMS comme Entrust par exemple, ou encore du gestionnaire de mots de passe comme on a pu le voir avec, selon les éditeurs encore une fois, différents protocoles qui peuvent être soit du passwordless avec FIDO2, soit un OTP, soit du mot de passe statique très long. Tout est possible et compatible avec les éditeurs que vous voyez en tout cas à l'écran. Donc maintenant, on va voir un petit peu les cas classiques qu'on peut rencontrer chez des clients pour les implémentations. Donc on a plusieurs échelles possibles quand on contextualise avec un client son environnement actuel. Donc plus son infrastructure sera déployée dans le cloud, moins on aura besoin de préparation pour implémenter les YubiKey. Et plutôt moins il y aura de double facteur et plus les applications seront on-premise avec des environnements hétérogènes, plus la complexité va s'intensifier. Par exemple, pour le cas le plus simple, c'est-à-dire que tout est dans le cloud, donc dans G Suite, dans Microsoft 365, dans Azure Active Directory, ça va être extrêmement simple d'implémenter la YubiKey, car déjà en règle générale, ces grandes applications cloud supportent très bien le passwordless, donc il n'y a quasiment aucune administration à faire. Et la YubiKey est prête à l'emploi. La YubiKey est prête à l'emploi pour cela. La seule limitation qu'on a pour le moment, c'est les restrictions mobiles avec FIDO2, sachant par exemple qu'à l'heure où je vous parle, Microsoft 365 ne permet pas de s'authentifier en FIDO2, c'est-à-dire en passwordless, sur les téléphones mobiles. Il faut savoir que, cependant, c'est dans leur roadmap de pouvoir intégrer sur des mobiles à travers NFC FIDO2. Sachant donc que, pour parler un petit peu des mobiles, FIDO2 est également disponible dans les navigateurs des téléphones mobiles comme Safari par exemple. Et le NFC est disponible chez Apple depuis l'iOS 13. Ensuite, on va aussi avoir des environnements clients un petit peu plus hétérogènes avec des IAM cloud compatibles comme Ilex, Okta, Duo, Ping, un IAM cloud. Donc là, on a une sécurité qui est quand même assez forte. Et à ce moment-là, on va devoir cohabiter avec les IAM qui sont déjà en place. Donc là, ça va être un travail de recherche pour voir les compatibilités possibles entre les éditeurs qui sont en place chez le client et ce que l'IAM en place permet de faire en termes de double facteur. Et donc, avec quoi on pourra implémenter la YubiKey. Donc encore une fois, on revient aussi également au problème de restriction mobile avec FIDO2. Ensuite, on va retrouver des environnements hybrides. Donc là, ça va vraiment être le cas d'un client qui a démarré la transition vers le cloud, donc typiquement qui avait encore un Active Directory on-premise, qui a commencé à avoir de l'Azure, qui fait de la fédération d'identité entre les deux. Pourquoi pas avoir déjà une PKI en place, des smart cards, mais cependant, on a quand même une grande majorité qui n'utilise pas de double facteur. Les utilisateurs se connectent encore en login et mot de passe. Donc en général, c'est ici pour une grande majorité de clients qu'on va se baser. C'est vraiment sur le stade 3. Donc on a quand même une bonne sécurité. On a possibilité ici facilement de remplacer les logins et les mots de passe, sachant que dans le cas d'hybride, Microsoft Hybride, si jamais vous avez la fédération d'identité active entre votre on-premise et votre Azure AD, FIDO2, c'est-à-dire passwordless, est tout à fait envisageable et possible.
Là, les limitations qu'on aurait, ce seraient des anciens systèmes qui seraient encore en place et éventuellement des services un peu divers à maintenir qui ne sont plus forcément maintenus. Ensuite, là, on commence à entrer dans des environnements très hétérogènes avec quasiment pas de double facteur ou de multifacteur. On a pour quelques applications des logins avec un OTP. Donc la valeur ajoutée, ce serait donc une sécurité renforcée. Donc on remplace les anciens systèmes OTP qui sont moins sécurisés par les systèmes que la YubiKey supporte. Et on peut avoir des upgrades compétitifs en remplaçant le système existant. Et enfin, le stade, on va dire zéro sécurité. Donc pas de multifacteur, des anciens systèmes, peu de sécurité mise en place. Donc là, ce que va apporter la YubiKey, c'est une sécurité encore une fois renforcée. Et quelque part, l'avantage d'un environnement très peu sécurisé comme celui-ci, c'est qu'on a carte blanche sur le déploiement. C'est-à-dire que là, enfin nous en tout cas en tant qu'avant-vente, on va avoir une plus grande facilité à imaginer des choses avec le client puisqu'il n'y a rien de mis en place. Et donc là, on peut commencer à parler d'IAM, on peut commencer à parler d'Azure directement, et donc de passwordless. Donc paradoxalement, les 5 ne sont les moins sécurisés, ne sont pas forcément les plus complexes à implémenter. Donc concernant donc le top de la pile, comme on a vu avec les logins, entre autres Azure Active Directory basés sur le cloud. Donc les clients veulent du multifacteur pour les logins Windows, ils veulent du multifacteur pour leur Office 365 et de l'auto-enrôlement si possible. Donc pour que cela soit possible, il faut que FIDO2 soit activé sur Azure AD. Les clients doivent avoir Windows 10 19.03 ou plus. Une licence premium est nécessaire sur Azure. Et donc pour mettre en place FIDO2, on utilise les accès conditionnels pour configurer le multifacteur. Et donc le multifacteur est requis pour l'auto-enrôlement FIDO2. Donc comment on répond à ça? On active FIDO2 sur Azure AD qui permet une authentification centralisée, donc Windows, Office 365 et les applications SaaS, donc en SSO, c'est-à-dire que l'Azure est le point clé qui va ensuite distribuer ces identités dans les applications SaaS, par exemple. Donc résultat, on peut se loguer sur Windows avec du FIDO2. On peut faire du SSO vers des autres applications avec ADFS. FIDO2 ne peut pas encore être forcé en revanche. On peut mettre en place du TOTP si on le souhaite, au lieu de FIDO2. Le TOTP, donc, puisque Microsoft ne supporte pas encore le FIDO2 sur les mobiles, on peut mettre à la place du TOTP pour cette population. FIDO2 résout le souci du phishing, car FIDO2, dans son protocole, dans son implémentation, en fait, vérifie l'origine, ce qui fait qu'on ne peut pas être dupé par quelqu'un d'autre. Et donc, évidemment, tout cela est manageable dans le cloud. Donc, schéma un petit peu explicatif de tout ce que j'ai pu dire pour FIDO2. Donc, on peut avoir des employés qui se connectent sur leurs ordinateurs, sur des applications web, sur des applications tierces, et aussi depuis son téléphone mobile, donc vers Azure AD, qui ensuite distribue via, entre autres, SSO, les identifiants pour se connecter sur des services on-premise comme SAP par exemple, ou des services cloud comme Salesforce. Ensuite, on va aussi retrouver dans le cloud très souvent G Suite. Donc là, ce que veulent les clients, c'est se loguer en MFA sur G Suite. Donc pour cela, on va avoir besoin que le client utilise Google en tant qu'IDP. Dans ces cas-là, puisque FIDO U2F est le protocole qui a été développé par Google et que FIDO2 a été le protocole ensuite repris et développé avec Microsoft, Google utilise U2F et non FIDO2, ou alors TOTP aussi qui est possible. Il faut que les navigateurs supportent WebAuthn, donc tous les derniers navigateurs et la grande majorité des navigateurs le supportent nativement.
On peut très bien utiliser également Google Advanced Protection pour plus de fonctionnalités, des fonctionnalités plus poussées en sécurité. Et il faut savoir également, dans le cas des Chromebooks, que le login au PC est supporté avec cela. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter là-dedans? Donc, activation de la fonctionnalité U2F sur G Suite pour qu'on renforce la sécurité des applications web. Et on résout aussi également les soucis de phishing puisqu'il fonctionne de la même manière que FIDO2, puisqu'il vérifie l'origine. Donc, en résultat, on va stocker sur G Suite en U2F. On va pouvoir faire du SSO vers d'autres applications en utilisant la fédération. Et par contre, à contrario de Microsoft, on peut faire du U2F en NFC sur le téléphone mobile pour se connecter à G Suite. Donc, comme je l'ai vu, ça ressemble beaucoup au graphique avec Azure, seulement on ne peut pas faire on va dire du SSO entre guillemets sur les applications on-premise avec G Suite. Concernant les solutions IAM, donc là on est dans le cas où un client utilise une solution IAM, peu importe laquelle, pour manager ses identités et ses droits d'accès. Donc toutes les authentifications passent par cette plateforme et le client veut mettre en place du MFA sur cela. Donc dans les considérations, la solution IAM, donc là il va falloir se documenter pour voir ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire. Donc en général ça fonctionne quand même avec un portail captif. On a les avantages de cela, c'est qu'on a quand même un choix considérable de protocoles double facteur dans ces solutions-là. Cependant, elles sont utilisées principalement pour le SaaS et certaines supportent en tout cas des solutions pour les logins sur Windows, Mac et Linux, comme Hotlight par exemple, ou comme Entrust. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cela? Donc, on pourra installer une solution AM qui va ajouter plus de choix de double facteur pour un grand nombre d'applications SaaS et la possibilité d'ajouter une meilleure sécurité à l'authentification. Par exemple, si vous avez certaines applications SaaS, pas les plus grandes forcément, puisque les plus grandes en général implémentent les derniers protocoles sécurisés, mais des applications plus spécifiques en SaaS qui ne proposent pas forcément un grand nombre, ou en tout cas des protocoles double facteur très sécurisés, vous pouvez opter pour ce genre de solution pour vous proposer un plus large choix. Et encore une fois, on choisit son IAM en fonction des solutions que le client a déjà en place et pas l'inverse. Donc, l'avantage également des IAM, c'est qu'on améliore le cycle de vie car les identifiants sont centralisés, donc c'est très très rapide de supprimer toute cette chaîne d'un coup, au départ par exemple d'un collaborateur. Donc le résultat de tout cela, c'est qu'on a une authentification auprès d'un portail qui est géré par l'IAM. On peut avoir du SSO vers d'autres applications qui sont configurées et managées par la solution IAM. Et donc l'avantage principal, c'est que ça supporte également un grand nombre de protocoles divers. Donc voilà, on retrouve un petit peu les mêmes slides qu'avant ici. Donc on peut voir la fédération d'identité encore une fois avec un très grand nombre de protocoles disponibles comme vous pouvez le voir, pour ensuite faire du SSO vers soit des applications on-premise où c'est disponible et des applications cloud. Dans le cas d'un Active Directory on-premise ou local, donc le client souhaite faire du multifacteur pour le login Windows et pour les applications web, comme Office 365 par exemple. Donc dans ces cas-là, il va avoir besoin d'avoir minimum un Active Directory 2012 sur un Windows Server 2012, un ADCS, c'est-à-dire un serveur de certificat Windows, avec un modèle de certificat Smart Card qui sera configuré dessus, un mini driver Yubico pour les systèmes d'exploitation antérieurs à Windows 10, et enfin un ADFS pour de la fédération et du SSO. Donc pour la solution, on aura besoin donc d'ajouter un ADCS côté serveur pour permettre l'utilisation du Smart Card ou PIV pour le login Windows. Et le mini driver est nécessaire côté client Windows. Et dans le cas d'une connexion RDP, il faut savoir que PIV est intégré nativement dans le bureau à distance Windows, à condition que les mini drivers, s'ils ne sont pas déjà nativement implémentés, doivent être du côté des deux parties pour que ça fonctionne.
Donc en résultat, on peut se loguer sur Windows avec la Smart Card YubiKey. On peut faire du SSO vers des applications Microsoft avec Kerberos et ADFS pour des applications externes. Donc le but ici, c'est l'utilisateur au login branche sa clé, demande un code PIN et est connecté avec tout le SSO qui peut aller derrière. Donc ici, on retrouve le même schéma que les précédents. Cette fois-ci, seulement, on va ne faire que du PIV à travers Active Directory qui va ensuite s'occuper des authentifications dans le cas du SSO pour du on-premise ou pour des applications SaaS. Pour hybride, donc là, ça dépend si on va faire de la fédération d'identité ou pas. Donc le client souhaite du multifacteur pour le login Windows et il souhaite aussi du multifacteur pour les applications web type Office 365. Donc côté considération pratique, on peut donc utiliser la Smart Card pour les applications SSO. Fido peut être utilisé avec les accès conditionnels et enregistrement à la place de l'utilisateur ou aussi appelé auto-enrôlement, qui est également disponible pour du PIV. Dans le cas du PIV, comme on a vu avant dans Active Directory On-Premise, l'utilisateur peut s'auto-enrôler avec un certificat qui est poussé sur le client. À condition qu'il rentre une clé vierge, la clé peut être enrôlée. Il faut une version client Windows 10 et le MFA est requis pour activer FIDO2 et j'ajouterai la fédération d'identité est requise pour activer FIDO2. Si jamais vous faites de la fédération entre Azure AD et l'Active Directory On-Premise. Donc la solution, c'est donc une authentification Windows avec FIDO, c'est-à-dire en passwordless, ou Smart Card, qui est une forme de passwordless, et des accès SSO vers diverses applications derrière. Donc en résultat, on pourra se loguer sur Windows 10 avec du FIDO2, c'est-à-dire en passwordless ou du Smart Card. On peut faire du SSO vers des applications Microsoft en utilisant Kerberos ou des applications vers des applications externes en utilisant ADFS. Donc là, on retrouve un petit peu le même schéma. Pour les applications web, on voit qu'on peut faire du FIDO2. Également pour l'authentification Windows. L'authentification Windows, on voit aussi également qu'on peut faire du ping, du PIV. Et pour les téléphones mobiles, du TOTP. Donc voilà, qui passe dans la fédération hybride et ensuite qui est redistribué en SSO à travers les applications de Premise ou SaaS selon ce qu'on a configuré. Concernant les solutions VPN, donc dans le cas par exemple d'utilisateurs qui travaillent à la maison, qui travaillent à distance, qui sont toujours en voyage, et dans le cas où le multifacteur est requis pour protéger le login VPN un minimum. Donc en considération pratique, on va avoir besoin d'un client VPN qui soit d'ailleurs clientless, c'est-à-dire à travers un portail ou client lourd. Souvent, on a du Radius qui est supporté par les éditeurs VPN, très souvent. Le protocole OTP est très souvent également supporté nativement, mais pas pour tous. Le Smart Card est également supporté, mais pour moins de fois en tout cas que le protocole OTP. Ou une plateforme d'authentification tierce comme un IAM, qui est tout à fait envisageable. Donc là, en solution, on utilisera le multifacteur pour se connecter à la solution VPN, qui donc sera un peu plus sécurisé avec un second facteur, voire même remplacé en un seul facteur avec du PIV. Concernant d'autres cas d'usage qu'on peut retrouver mais qui sont un petit peu moins fréquents, donc pour le cas des logins sous Mac, on peut utiliser un certificat pour le login. Un certificat qui peut être délivré par Active Directory sur la YubiKey, un petit peu à la mode du PIV. Il ne supporte pas le login avec FIDO2. Et encore une fois, je répète que tout ce que je vous dis peut changer dans le temps. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous voulez d'autres informations. Les navigateurs, en revanche, sous Mac, c'est-à-dire très souvent Opera et Safari, fonctionnent très bien, supportent FIDO2, c'est-à-dire WebAuthn. Concernant les logins Chromebook, donc fonctionnent avec TOTP et U2F.
donc le protocole développé par Google, mais pas pour l'écran de verrouillage et il ne supporte pas FIDO2. Dans le cas des mobiles, donc on a très souvent les solutions TOTP qui sont utilisées pour les mobiles, HOTP un petit peu moins, mais tout de même. On a un support limité au double facteur sur les navigateurs mobiles. Et on pourra quand même noter par rapport à Microsoft que G Suite supporte le U2F sur les téléphones mobiles en NFC avec la YubiKey. Et pour les logins Linux, il faut savoir qu'un module PAM a été développé par Yubico, qui peut être donc implémenté sur son système Unix et qui permet donc d'implémenter le U2F au login. Et les navigateurs Chrome sous Linux supportent également FIDO2 pour les applications web. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec les personnes qui s'affichent à l'écran, donc Tony Silibrasi qui est notre commercial chez Infinigate, et Fabrice Devézian qui est le commercial de chez Yubico. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.